Santiago, Bonjour Gaël. je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'interviewer aujourd'hui pour le Club Digital. Tu as participé à sa création. Tu as été Oui, l'un de ses oui. initiateurs. Tu es diplômé de l'EM Lyon. Tu as fait ensuite un MBA à l'INSEAD. Et tu me disais qu'en fait, tu avais toujours eu envie de créer de la valeur en sauvant des entreprises, des emplois, en améliorant les choses. Donc il y a une notion de sens qu'on retrouve tout le temps, dont on va reparler beaucoup aujourd'hui ensemble. Tu as créé ta première startup alors qu'il y avait encore finalement assez peu d'incubateurs, presque pas d'investisseurs. Tu as vu en fait l'émergence de cette tech en France. Ouais. Et dans une interview qui avait été donnée en 2018, tu avais dit, je te cite, en 2010, il n'y avait pas la French Tech. Ce sont des actions volontaristes qui ont fait de la France un pays leader dans l'innovation. Il y avait une vraie envie de créer cet écosystème. On a beaucoup investi en France dans la tech pour être leader, mais on ne sera toujours qu'au mieux numéro 2. Je pense que sur le positif impact, nous avons l'opportunité de construire en France l'écosystème mondial majeur sur le sujet et c'est pour ça que nous avons lancé Change Now. C'est un sacré programme, un sacré défi. Est-ce que tu veux nous raconter cette aventure pour démarrer? Avec plaisir. Et c'est vrai que j'ai dit ça, oui, tout à fait, sur le fait que euh, la France a beaucoup investi et est devenue une startup nation, une des startup nations. Et c'est vrai que moi, j'avais eu l'occasion d'aller à la Silicon Valley et c'est vrai qu'il y a un écart énorme quand même par rapport en termes d'écosystème. Et donc, et ça m'avait inspiré. C'était un lieu qui m'avait inspiré en termes de compréhension de comment est-ce qu'on fabrique un écosystème. Et pour raconter l'histoire de Change Now, en fait, c'est comme tu dis, hein, c'est une aventure. On a démarré, au début, l'idée a émergé juste après mon MBA à l'INSEAD, où je commençais à voir émerger un peu partout des entrepreneurs et des solutions qui traitaient des grands enjeux de la planète, de l'environnement et tout ça. Il y avait beaucoup de choses sur le nettoyage des océans à cette époque-là. Et moi, je me suis dit, moi qui sors d'une première expérience entrepreneuriale dans la tech, dans le jeu en ligne, etc., je me suis dit, ça, par contre, là, c'est à nouveau un entrepreneur qui me parle vraiment profondément. Et j'aimerais, moi, créer aussi ma solution et vraiment œuvrer dans la résolution des grands enjeux de ce siècle, en fait. Le problème, c'est que à cette époque-là, donc c'était 2015, il n'y avait nulle part où l'écosystème n'existait pas encore réellement. Voilà, et c'est là où moi j'avais pu faire un comparatif avec ce qui avait été fait sur la French Tech notamment. C'était vraiment des volontés de créer un écosystème. Il faut qu'on arrive à créer la même dynamique pour tous les acteurs qui aujourd'hui sont en train d'essayer de trouver des solutions au réchauffement climatique, à l'économie circulaire, aux réfugiés, à tous ces aspects et à tous ces grands enjeux. Tu veux dire, en fait, il y avait des tas d'initiatives qui ne se connaissaient pas forcément et qui ne pouvaient pas, du coup, hybrider leurs idées, se rassembler, se connecter, se soutenir. En fait, on ne savait pas encore où les solutions pouvaient rencontrer largement des investisseurs, où elles pouvaient se rencontrer entre pairs également. Je pense qu'il y avait un sentiment pour beaucoup d'acteurs d'avoir l'impression de porter un grand défi tout seul. Et l'idée, c'est qu'il y a vraiment une force, une énergie énorme qui apparaît aussi lorsqu'on est plusieurs à porter des mêmes enjeux. On n'avait pas forcément de lieu où on pouvait avoir un accès beaucoup plus direct aux médias. Il fallait qu'on crée en fait ce qui s'est fait pour d'autres secteurs, qui sont ces grands événements hyper structurants d'un écosystème, et comme peut l'être par exemple le CES à Las Vegas pour la technologie, ou j'allais dire le Bourget pour l'aéronautique, ou encore le Festival de Cannes pour le cinéma. Il fallait qu'on crée ce genre d'événement hyper fort avec un impact mondial pour les acteurs de la transition sociale et environnementale. Et comment tu as fait ça alors? Alors, on est parti. Bon, ça a été un pari un peu fou. Hein. Si tu veux, ça a émergé de cette idée-là, de cette intention-là. Ma femme m'a rejoint assez tôt dans l'aventure. C'est aussi une EM Lyon. Qui a lâché son job après dans une grande entreprise pour qu'on parte vraiment en co-création ensemble sur cette aventure. Un troisième cofondateur est arrivé. L'idée, c'était vraiment de lancer en fait une machine, tout basé sur une vision. Et cette vision qu'on vient d'expliquer, il est hyper important de créer cet événement qui n'existe nulle part ailleurs, qui va rassembler toutes les forces positives pour la transition. Après, ça a été une vraie question de vendre sa vision. En fait, lorsqu'on commence de loin, quand on n'a rien, réussir à vendre sa vision, c'est important. Et moi, j'avais un petit slide
C'était une feuille A4. Et je me souviens faire mes premiers rendez-vous avec cette feuille, et notamment avec Station F. Station F, c'est là où on a eu l'occasion de faire notre premier événement, notre première édition. Et j'étais allé les voir très tôt. Ils ne savaient même pas à quelle date ils allaient ouvrir. Nous, on ne savait même pas à quelle date on allait faire notre événement. Et je leur vends vraiment l'idée de dire il faut absolument que le premier événement de Station F soit le nôtre, parce qu'on porte des valeurs on va dire, de changement du monde, de technologie utile. Et pour la Station F, c'était aussi quelque chose d'important. Et donc, juste à partir de ce slide-là, la magie a opéré. Ils ont dit, OK, on vous suit. C'est vrai que c'est des enjeux importants. Et donc, à partir du moment où on a eu ce go de Station F, ça nous a permis après de continuer à faire rouler la boule de neige, à trouver des premiers partenaires de l'écosystème comme Solar Impulse, comme Ashoka qui nous ont suivis aussi. Parce qu'il faut savoir enfin, moi je suis parti en connaissant personne dans le secteur. Mais je me souviens d'un prof qui m'avait dit en fait, un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas n'a pas de compétences particulières techniques dans le domaine, n'a pas d'argent, n'a pas non plus tout le réseau nécessaire, et pourtant, il va le faire. Parce qu'en fait, l'entrepreneur a aussi cette vocation de rassembler autour d'une idée et d'une vision, justement, ces trois éléments de compétences, de ressources financières et après de traction de l'écosystème. Tu nous as parlé d'ailleurs de quelque chose qui t'avait aidé, parce qu'effectivement, tu es parti avec quelqu'un, ne connaissant pas spécialement cet environnement, et tu nous as parlé d'un tweet qui t'a particulièrement aidé. Enfin, aidé en tout cas, qui a favorisé les choses. Moi, je mets presque ça dans l'ordre du miraculeux, en fait. Parce que donc, le projet, on le porte depuis pas mal de mois. On a une première date, on a booké sur notre argent propre à Station F pour un événement qui devait se passer en septembre 2017. Parce qu'ils ne vous ont pas offert, ils vous ont dit on vous suit, mais ils ne vous ont pas offert la… Non, bien sûr, non. Et on n'a pas vraiment eu de cadeau sur la création, hein, et tant mieux. C'est-à-dire que je pense qu'on apprend d'autant plus que l'on doit vraiment faire le boulot en entier, en fait. Mais en tout cas, on avait cette échéance. On avait septembre 2017, première édition, on avait avancé l'argent. On avait une bonne partie du programme, mais on avait encore rassemblé 0 € de budget de nos sponsors. Et là, on était en juin. Et en juin, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde nous recommande clairement d'annuler ou de reporter. Et nous, on a cette conviction profonde que d'un côté, c'est obligé que ça se fasse. C'est trop important pour que ça se fasse. Et là, donc il y a Trump, il y a un enchaînement de choses qui se fait. C'est que Trump annonce que les États-Unis vont sortir de l'accord de Paris. Emmanuel Macron dit sa phrase « Make our planet great again ». Repositionne un peu ces sujets-là dans l'actualité. Et là, on a d'un seul coup, juste en l'écart de 4 semaines, plein de partenaires qui nous disent « Ah, c'est vachement intéressant ce que vous faites ». Et on a réussi à trouver l'ensemble de notre financement avant le 15 juillet. Donc voilà, 1 mois et demi, 2 mois avant l'événement. Donc on a vraiment eu chaud, mais ça nous a clairement sauvés. Vous n'avez pas arrêté d'y croire, en fait. On n'a jamais arrêté d'y croire. Parfois, vraiment, il y avait des moments de se dire… on avait aussi eu parfois des envies presque d'abandonner, et à chaque fois quand même une force intérieure qui dit non, il faut quand même qu'on tienne, il faut qu'on y aille parce que si on arrive à le faire, après ça va continuer, quoi. C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs dans la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui finalement s'arrête là, c'est la ténacité, peut-être de croire en sa vision. Oui, je pense que c'est ça. Et après, il y a aussi une vraie question d'adaptabilité parce que et on a quand même toujours réfléchi en se demandant au bout d'un moment, en fait, quand on perd parfois un petit peu confiance, il faut aussi revenir parfois sur des choses très rationnelles. Et là, en l'occurrence, on savait qu'on avait encore quelques semaines avant d'avoir un autre gros paiement qu'on était incapable de faire à l'époque. Mais on s'est dit, voilà, on peut tenir au moins jusqu'à ce moment-là. Et dans l'intermédiaire, c'est là où on a réussi à trouver tout notre financement. Donc voilà, il faut quand même après avoir une partie de rationnel. Et surtout, je dirais, ce qui aide énormément, c'est de ne pas entreprendre tout seul.
Parce qu'en fait, à chaque fois où il y en a un qui perd un petit peu confiance, il y a quelqu'un dans l'équipe aussi pour lui dire non, mais regarde, on va y arriver, etc. La force revient. Et je dirais, et si on arrive à trouver des partenaires qui sont un peu comme le yin et yang, ça aide énormément. Voilà. Il faut être contracyclique l'un de l'autre. Oui, ouais, ça c'est le bon conseil à donner aux entrepreneurs. Merci. Et alors, en 2017, vous avez combien de personnes sur Chanjao? Alors, 2017, on a fait 2000 personnes, 2000 participants d'une trentaine de pays. Donc, d'emblée, on est parti très international. Deuxième édition, on l'a fait un an après, en septembre 2018, avec une courbe de progression. Nous, très vite, on s'est considéré comme une start-up aussi. On s'est dit, il faut qu'on ait une courbe de croissance forte, surtout au démarrage. On a fait 6000 participants à la deuxième édition de 87 pays cette fois-ci. Et après, on a fait un grand saut pour la troisième édition, puisque ça a eu lieu en fait en janvier dernier, en janvier 2020, au Grand Palais, là où on a accueilli cette fois-ci 28 000 participants. Donc, voilà, c'est vrai que c'est à la fois, je pense que le temps actuel fait que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus et clairement, et heureusement, j'allais dire, ça intéresse de plus en plus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Nous, on le sent au niveau de l'écosystème. Un événement comme celui-là qu'on a fait en janvier, on n'aurait jamais pu le faire il y a 2 ans parce qu'on n'aurait pas réussi à avoir les soutiens nécessaires. Là, on avait présenté 1000 solutions à travers le monde qui existent. Trouver ces 1000 solutions, il y a même rien que 2 ans, c'est presque infaisable. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se met en place aussi dans le fond. Ouais. C'est très exaltant et ça fait une sacrée progression. Alors, tu as dit aussi Grand Palais, c'est pas rien, il y a une symbolique aussi en lien avec cette vision. Ouais, il y a une symbolique. En fait, dès le début, nous, on s'est toujours dit, dans ce qu'on porte, il y a une part importante dans le storytelling. C'est pour ça que Station F nous semblait aussi un très bon choix au début. On veut emmener les grandes innovations sociales et environnementales dans les lieux emblématiques. Parce que c'est là où elles doivent être, elles ont leur place à être dans les lieux au cœur de leur époque. Pour le Grand Palais, en fait, dès le début, c'était un lieu qui nous faisait rêver. On s'était dit, si un jour on arrivait à emmener ces innovations au Grand Palais, ce serait déjà génial. Et après la deuxième édition, on a eu un rendez-vous. On a réussi à décrocher un rendez-vous avec les équipes du Grand Palais. Et là, on leur raconte, on leur partage la vision. Et la vision, à ce moment-là, c'était de dire, en fait, il y a 150 ans, il y avait les révolutions industrielles. Et pour accélérer la révolution industrielle, on avait créé des super plateformes qui étaient les expos universelles. Et le Grand Palais avait été construit pour l'Expo universelle de 1900. Nous, on leur dit, voilà, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, très concrètement, c'est une nouvelle révolution qui est environnementale et sociale. Et on veut, au même titre que lors des expos universelles, revenir ici, au Grand Palais, pour montrer l'état de l'art du progrès de notre époque sur tous ces sujets. Et donc, voilà, il y avait clairement une notion de vouloir créer cette première World Expo des innovations pour la planète. Et justement, tu peux nous reparler un peu de ta vision, parce que là, c'est incroyable, vous arrivez à avoir Station F, vous avez le Grand Palais, vous arrivez à trouver des financements in extremis. Tu as parlé un peu de synchronicité quand on a discuté pour préparer l'interview. Ouais. Tu peux aller encore un peu plus loin, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a vraiment déjà un sentiment profond d'être aligné avec une mission qui doit être accomplie. C'est-à-dire qu'on est vraiment… enfin, moi, c'est ce que je dis aussi à nos partenaires. C'est pour ça, je pense qu'on essaie de rassembler en disant, voilà, là, on est en train de faire quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Et il faut absolument qu'on arrive à le faire. Et le plus on est nombreux à le faire, et mieux ça va être, en fait. Et le mieux on réussira à le faire. Donc voilà, premièrement, cette conviction. Deuxièmement, après, il y a aussi le fait que donc on a une vision qui est globale, et je pense que ça, c'est un point fort. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'une vision. C'est ce que je dis parfois à des entrepreneurs aussi, il ne faut jamais sous-estimer la force de sa vision, et c'est, à mon avis, le premier argument de vente de son projet. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là forcément pour vendre juste un événement, parce que ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on est en train de vendre, c'est clairement la mise en place au niveau mondial d'un écosystème qui va permettre de changer le monde. Voilà. C'est ça qu'on est en train de vendre et qu'on est en train de construire tous les jours. Et j'allais dire, il y a une phrase,
enfin, c'est pas une phrase de Steve Jobs, mais c'est une phrase qu'on attribue souvent à Steve Jobs, c'est le champ de distorsion de la réalité. Un entrepreneur, avant tout, c'est ce qu'il doit faire, c'est réussir à emmener des personnes dans ce champ de distorsion. Euh, et voilà. Et moi, la vision à plus long terme, c'est de se dire, on est en train de construire ce noyau dur ici, à Paris, non sans, enfin, avec une idée derrière quand même, qui est aussi de se dire que si on regarde l'histoire, moi, je suis un grand passionné d'histoire. En fait, si on regarde l'histoire, il y a des lieux qui ont cristallisé les imaginaires d'une époque et le progrès d'une époque. On peut penser par exemple à Florence, au moment de la Renaissance. À Florence, il y avait les meilleurs talents, les meilleurs financiers. Il y avait à la fois, on va dire, au même endroit, Léonard de Vinci, il y avait aussi Michel-Ange, mais il y avait les Médicis pour le financement. Il y avait et vraiment une densité énorme de talents, financement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Voilà, après, la simulation. exactement. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de recréer un lieu fort comme ça, le cœur d'un écosystème mondial. Et on pense que Paris peut être la nouvelle Florence pour cette transition environnementale et sociale. Ça serait super chouette. C'est quoi pour toi les grands enjeux du coup dont vous parlez Change Now? Alors, il y a plusieurs grilles de lecture. Il y en a une première qui permet d'être assez englobante, qui est celle des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD. Après, voilà, nous, on les retravaille un peu. Moi, j'arrive à quelque chose de très synthétique en disant aujourd'hui, en fait, on a 4 grands enjeux auxquels il faut qu'on fasse face en même temps. En fait, on a une équation, pendant longtemps, on s'est dit quelle est l'équation du réchauffement climatique. Le problème, c'est que pour moi, c'est qu'une des 4 équations auxquelles on doit répondre aujourd'hui. Puisqu'on a donc tout ce qui est climat. La deuxième, c'est la finitude des ressources. Finitude des ressources, c'est par rapport au jour du dépassement. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près au 1er août. On a consommé l'ensemble des ressources dont on a le droit globalement sur Terre. Le troisième, c'est la biodiversité, qui, à mon avis, est aussi en train de devenir de plus en plus importante parce qu'on voit que, par exemple, une des réelles pistes pour l'origine du Covid est liée en fait à une vraie défaillance aussi de la biodiversité, à des problèmes des ponts qui n'étaient pas faits. Enfin, on met tellement de stress sur la biodiversité aujourd'hui qu'en fait, il y a des phénomènes atypiques de transfert de virus animaux-hommes qui n'étaient pas possibles avant. Parce qu'on bat dans des endroits qui étaient avant des endroits sauvages. Exactement, tout à fait. Et aussi de la consommation d'animaux sauvages. Bref, donc troisième, j'ai biodiversité. Et quatrième, c'est le facteur humain. Comment est-ce qu'on rend toute cette transition inclusive de tous et comment est-ce qu'on change aussi les mentalités? C'est ça l'humain aussi, c'est que là on est dans une transition de fond où il faut aussi changer les modes d'approche de la société, du système, etc. C'est vraiment intéressant que tu vois ça comme ça parce qu'on voit effectivement qu'on ne peut pas traiter l'un sans l'autre quand on voit l'histoire des métaux rares, par exemple, qui servent dans toute la transition énergétique, écologique et puis numérique. Finalement, en fait, il y a des solutions qui n'en sont pas, en fait, quand on s'aperçoit l'exploitation que ça crée, l'exploitation humaine, l'exploitation des ressources. Effectivement, si on ne pense pas les problèmes ensemble, on risque de prendre de fausses pistes. Exactement, c'est ça. Pour finir, en fait, ça serait quoi ton vœu, ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir cette interview? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je poursuis et je nourris plusieurs rêves en même temps parce que, d'une part, il y a vraiment je suis convaincu de cette grande nécessité de réussir à créer ce lieu qui sera la nouvelle Florence ou la Silicon Valley de la transition, etc. Ça, c'est la première chose. Et il y a déjà beaucoup de boulot pour faire ça. Et après, je dirais, il y a aussi un deuxième grand chantier à opérer et à faire d'ici aux prochaines années, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer une coordination de l'ensemble des solutions qui commencent à exister et des acteurs qui veulent s'engager là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, chacun développe des solutions un peu, pas forcément en silo, mais toujours en regardant vraiment un problème. Or, il y a énormément à gagner à réussir à créer des filières entières de solutions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire interagir certaines solutions avec d'autres pour que l'on donne naissance à des écosystèmes et des filières entières de transition. Et je prends un exemple, c'est un exemple très concret, j'allais dire,
si on prend tout ce qui traite du compost, par exemple, ou du plastique récupéré dans les océans, c'est des choses qui se font pour l'instant avec une déficience encore dans les filières derrière. Qu'est-ce qu'on en fait avec avec tous ces déchets organiques qu'on a ou avec tous ces plastiques? Comment est-ce qu'on nourrit des filières industrielles complètes pour pouvoir les réinjecter en économie circulaire? Et ça, pour moi, ça va être un des grands challenges pour la suite encore. Okay. Pour Change Now, c'est quoi les prochains mois? Ton plan jusqu'à 2021? Donc la là, date est déjà posée pour 2021? elle est déjà posée, elle est encore confidentielle. On ne l'a pas encore annoncé, mais ça viendra. Mais ce sera donc sur la première partie de 2021. On refait un événement qui sera, lui, mixte, présentiel et digital, pour répondre aussi aux enjeux d'actualité. Et où on veut, dans tous les cas, toujours continuer à poursuivre cet effort-là de transition, même si on ne peut pas forcément avoir autant de déplacements qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous, trouver et réinventer certains modèles qui vont permettre de continuer à agir malgré cette période. Et ensuite, je dirais, on travaille aussi, nous, sur le fond. On accompagne, par exemple, au niveau de l'écosystème, en essayant on a fait une tribune signée avec entre 200 à 300 acteurs économiques qui est soumise maintenant et qui circule au niveau des parlementaires. C'est une tribune qui demande justement un fonds de soutien pour l'ensemble de ce secteur-là, avant même qu'il y ait un plan de relance, de dire en fait, il ne faudrait pas faire un plan de relance sur des entreprises qui sont toutes en difficulté ou disparues. Donc, il faut dans un premier temps, là, à court terme, assurer une sorte de garantie, un fonds de soutien qui va permettre à tous ces acteurs, malgré la crise et l'arrêt d'activité, de survivre le temps qu'il y ait le plan de relance qui arrive. Okay. Oui, donc c'est un vrai engagement jusqu'au politique. Merci beaucoup, Santiago. Est-ce que tu veux dire une dernière chose? C'est un message que tu veux faire passer. Quelque chose. Alors, question surprise, mais très bien. Non, mais en fait, moi, je suis ravi que au niveau du club digital, on parle de tous ces sujets-là. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai initié avec la première équipe au tout début le club digital. On traitait de beaucoup de sujets, mais c'est vrai qu'encore ces aspects d'environnement et d'entrepreneuriat social ou à impact n'étaient pas trop dans les radars encore. Et donc je suis vraiment ravi que ça fasse vraiment son apparition. Voilà. Donc merci pour cette invitation. On est ravis de faire ça avec toi. À très bientôt, Santiago. À très bientôt. Merci infiniment à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.